Les carreaux Je tombent dirais pas, que etc. c'était l'élément miracle. Quand tu respires, ça s'accroche dans les poumons en fait, c'est ça. Voilà. Donc l'amiante, donc on a expliqué un petit peu ce que c'est, où est-ce qu'on retrouve ça. Les deux postes qui sont le plus chers, c'est pas le retrait en lui-même. Par exemple, l'université de la Réunion. Donc en fait, les gars, avant d'intervenir, ils doivent faire des analyses. De sanguine, obligatoire. Bah attends, après on se dit. Ok, donc ça tue les gens en fait. Et combien ça coûte du coup? Bienvenue sur Home Run, le podcast qui te plonge au cœur de l'investissement immobilier. Nous sommes Moïse, Charlie. de passionnés d'investissement et d'immobilier. Que tu sois passionné ou simplement curieux, On est là pour te montrer que l'investissement immobilier est à la portée de tous. ici, pas de promesses mirobolantes, de fortune rapide, On t'embarque dans les coulisses avec des pros des investisseurs chevronnés ou novices, pour démystifier et rendre accessible ce domaine souvent intimidant. des vraies histoires, des vrais parcours, des vraies leçons. Parce que l'immobilier, c'est avant tout une aventure humaine. Et ça bave de partout, mais après sur la cam, en fait, tu vois bien les trucs, tu vois juste les fonds et tout. On a encore la peinture là-bas à faire, tu vois. L'armoire aussi, il faut qu'on peigne parce qu'on voit l'armoire sur le podcast pour l'instant, tu vois. D'accord. Mais tous les semaines, on avance un peu, on évolue, tu vois, mais on tourne un épisode et tout avant. T'étais où là aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, là où j'étais, à Saint-Denis, Ouais. Camélia, gros chantier. Ouais, en cours? Chantier en cours? Chantier en cours, 2 millions à tout casser. Ouais. 2 millions à tout casser. Faire une petite visite vite fait pour voir un peu si tout se passe bien. Et après, il y avait un autre client qui m'avait appelé, mais qui était juste à quoi? Allez, à peine à 5 minutes, même pas. Ouais. 5 minutes du chantier. Donc, en même temps, ça m'a permis de voir c'est quoi ça la problématique. Ouais. Mais par la même occasion, ça lui aussi a permis de voir comment aussi réellement un chantier de désavantage. En plus, il a bien tombé, c'est un chantier d'envergure quand même assez complexe, on va dire, entre guillemets. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux présenter un petit peu ton métier? C'est quoi ton métier? Qu'est-ce que tu fais? Comment ça s'appelle et qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors, concrètement, je suis chargé d'affaires dans Ouais. tout ce qui concerne le monde des produits dangereux. En gros, je fais du retrait du produit dangereux en quelque sorte. C'est l'activité principale, Ouais. c'est l'amiante. En Ok. gros, tout ce qui est vraiment très toxique pour l'être humain. Là, je parle d'amiante, je parle du plomb, je parle d'acide, je parle aussi du chlore, etc. Mais quel Ok. que soit le produit qui est vraiment dit corrosif, vraiment très corrosif. Voilà, qui est dans des domaines très réglementés par l'administration française aujourd'hui, concrètement. Ouais. Et toi, tu agis du coup sur la partie IMO, tertiaire, surtout. Alors, Qu'est-ce que tu tout, fais? tout. Alors là, je viens sur du limo, sur du tertiaire, sur de l'industrie et même sur du chantier naval. Ok. Et du coup, quand il y a ça qui est détecté, de l'amiante ou du plomb par exemple, particulièrement l'amiante, parce que c'est ce qu'on a le plus. Ouais, logique. D'ailleurs, le plomb, je n'ai jamais posé la question, mais on va aborder le sujet après, je pense. Ouais, On y doit a avoir pas des de jolies souci. surprises aussi. Qu'est-ce que tu fais quand il y a de l'amiante sur je sais pas, demain en fait, quelqu'un a acheté une maison, il y a de l'amiante qui est détectée. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là, tu vois? À ce moment-là, quand l'amiante est détectée, j'ai 2 types de clients en général. Ouais. Alors, les 2 types de clients que j'ai, soit c'est le client qui s'est déjà très très bien informé, donc il sait déjà qu'en préalable, lorsqu'il a acheté le bien, il faut qu'il ait déjà un diagnostic avant travaux, en fonction, c'est soit diagnostic avant travaux ou alors avant démolition, c'est en fonction. Ouais. Et à ce moment-là, on peut engager déjà moi une visite pour vérifier déjà qu'est-ce qu'il y a, quel type de matériaux il a à retirer en fonction du diagnostic qu'il a. Tout va dépendre, comment ça peut varier si c'est de l'extérieur ou de l'intérieur. Ok. À ce moment-là, moi, j'édite le devis. Et si le devis est accepté, alors là, on commence à ce moment-là à faire toutes les parties administratives. Dans la c'est pas que c'est pas compliqué. Tu as quand même une grosse partie technique, mais tu as une très, très grosse partie administrative. Moi, en tant que chargé d'affaires, ma plus grosse partie, c'est de gérer toute cette partie-là qui va venir en amont être contrôlée par toute une panoplie de bureaux de contrôle tels que la DRIT, pour dire l'inspection du travail, la CGSS et aussi la médecine du travail. Soit ce sont les 3 bureaux principaux qui vont venir en amont contrôler un document que moi j'ai dit s'appelle le plan de retrait. Un plan de retrait amiante, voilà, concrètement. Ok. Et pourquoi du coup tu as autant d'organismes en fait qui viennent vérifier Alors concrètement, c'est pour document-là, faire simple, s'il fallait retracer un peu l'amiante, il faut retracer dans l'histoire en elle-même. L'amiante a été découverte dans le temps d'Égypte. Ok. Non,
c'est vraiment très très long. Ils ont découvert une roche avec une particularité d'une fibre dans une roche qui avait cette adaptabilité dans tout type de matériaux. Ouais. Mais sa capacité, c'était tout simplement d'être extrêmement résistant à tout type d'épreuve. Ouais. C'est-à-dire au temps, au feu, hormis qu'il est hydrophobe. La seule chose qui peut détruire une fibre d'amiante, on l'a ici, c'est un volcan. Ouais. La roche retourne à la roche. Après, il y a eu d'autres solutions grâce à une société de mémoire, ça s'appelle une usine Ineatam, en gros, qui vient tout simplement rendre la fibre complètement inerte. Inerte, ouais. Voilà, complètement inerte. Et à ce moment-là, ils ont trouvé d'autres façons de le réutiliser pour de la faire, par exemple, du recyclage. Ouais. En gros, quand tu fais de la vitrification, elle devient comme une sorte de résine. Une sorte de résine, voilà, un petit morceau de résine qui va être réutilisé au préalable, par exemple, par les grosses sociétés telles que Vinci et Eiffage pour les autoroutes françaises. Mais ça coûte vachement. Enfin, pour le process, une espèce de laser qui tire dessus, non? Exact, c'est ça. On parle d'un laser de près entre, c'est pas trop loin, similaire au soleil. Ouais. Voilà, concrètement. Ok, d'accord. Donc en fait, c'est un laser qui vient cramer ça, mais du coup, c'est quasiment pas fait ça aujourd'hui comme méthode, non? Parce que ça coûte vachement cher en fait. En fait, l'usine en elle-même coûte extrêmement cher. Ouais. Mais on va dire que la majorité des déchets qui sortent d'ici, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, on n'a qu'un seul exutoire ici, à La Réunion. Et en gros, tu as deux types de matériaux, c'est mieux de le dire. En gros, tu as la première classe et la deuxième classe. La première classe, c'est tout ce qui concerne très volatile. En gros, pour le retirer, on est obligé de le transformer en quelque sorte en poudre. Par exemple, comme je te l'ai dit, l'amiante, tu le retrouves dans tous les aspects. C'est-à-dire que tu peux le retrouver dans les descentes d'eau pluviale, les anciennes d'eau pluviale, les toitures, ou alors le bardage. Et après, ça, c'est la classe 2. Et ensuite, tu as la classe 1, par exemple, enduit. Ou alors la colle. Ouais. Donc tout ça. La colle, carrelage, etc. Exactement. À un moment donné, il faudra bien que tu le ponces. Et quand tu le ponces, tu vas les désintégrer. Ouais. Donc en gros, ça va se transformer en poudre. Cette partie-là, ici, elle est juste stockée temporairement à un site à Saint-André. Et ensuite, il va partir direction par bateau, soit en enfouissement dans une autre zone. Mais en général, il va directement à Ineatam pour vitrification. Ok, d'accord. Voilà, en général, 90% du temps. Ouais. C'est très rare qu'ils utilisent pour. En fait, d'où le coût, en fait, parce que ça coûte cher, en fait, de traiter l'amiante, du coup. Exact. En fait, en gros, l'amiante, c'est, comme tu disais là, c'est une espèce de petite fibre qui vient être ajoutée au matériau, en fait, pour renforcer, en fait, ses caractéristiques, et qui était utilisée beaucoup dans le bâtiment avant, que ce soit pour les peintures, parce qu'il y avait des caractéristiques mécaniques donc très intéressantes. Donc en fait ça dure plus longtemps, ça résiste plus aux sollicitations, quoi. Donc ça fissure moins, les carreaux tombent pas, etc. C'était l'élément miracle. Ouais, voilà, c'était l'élément miracle. Aujourd'hui, par exemple, tu recherches un type de matériau pareil, mais tu ne l'as pas. L'amiante, c'est pas compliqué. Pour faire, en gros, pour comprendre un peu l'infiniment petit, tu t'arraches un brin de cheveux, tu le vois à l'œil. La fibre, c'est 1000 fois plus fin qu'un brin de cheveux. Ouais. Et ce qui est dangereux, c'est qu'en fait, quand il vient s'effriter, les particules sont tellement petites que quand tu respires, ça s'accroche dans les poumons, en fait. C'est ça. Voilà. En gros, oui, ça s'accroche dans les poumons. Ou soit tu peux aller au plus profond de tes poumons. Là, tu pars sur la plèvre. Et ensuite, encore un peu plus loin. Et là, ça va vraiment dans des caractéristiques au niveau santé. On peut dire pas très loin du mental. Ouais, c'est pour ça que c'est dangereux, en fait. En gros, ça Voilà, c'est ça exactement. Donc, en fait, quand ils ont découvert qu'effectivement, cette amiante-là était dangereux pour l'homme au fil du temps, donc notre ancien président Jacques Chirac a signé comme quoi, voilà, que l'interdiction était à partir de juillet 97. Donc, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, que tu ne retrouves plus d'amiante pour tout bâtiment avec un permis de construire antérieur à 97, voilà, devrait dans la logique ne plus avoir d'amiante. Oui, dans la logique. Mais bon, dans les faits, par contre, on a remarqué que c'est pas la même chose. Exact. Donc l'amiante, on a expliqué un petit peu ce que c'est, où est-ce qu'on retrouve ça. Du coup, là, je veux juste distinguer un truc sur la partie paperasse, entre guillemets, c'est que quand tu achètes un projet IMO, tu as des diagnostics. Et que le diagnostic qui est fait, diagnostic amiante, comme on appelle, ça n'a rien à voir avec le diagnostic dont tu parlais, le diagnostic avant travaux.
Si, c'est la même chose. En gros, Genre, c'est le même document, en fait. Un diagnostiqueur, il arrive, il fait les mêmes relevés que toi, que le diagnostic avant travaux. Ah, d'accord. Ouais, Tu vois? j'ai pas compris. Tu vois, en fait, Ah, juste avant, quand tu achètes un projet MO classique, tu as les diagnostiqueurs qui passent pour vérifier les termites, l'amiante, l'électricité, etc. c'est ça, exactement. Lui, Lui, il fait un diagnostic de son côté. C'est Mais ça. toi, le diagnostic avant travaux dont je parle, c'est pas le même diagnostic. On parle Non. pas de la même chose. Là, c'est pas vraiment la même chose. En fait, Qu'est-ce qui différencie ces deux-là, du coup? En fait, il y a une grosse différence, effectivement. Lorsque tu as de la vente, en fait, c'est le même diagnostic, mais il est évolutif, en quelque sorte. Ok. Tu as le diagnostiqueur, lorsqu'il arrive lors d'une vente, Mm. et on appelle ça un diagnostic avant-vente. Et le Ouais. diagnostic avant-vente, lui, le diagnostiqueur, ce qu'il fait, il est en quelque sorte obligé d'établir tous les matériaux qu'il lui pourrait considérer comme amiantés. En général, ce que tu vas retrouver, c'est très certainement soit les dalles de sol. Ouais, les anciens pas compliqué. Girflex, Dalflex. Lorsqu'ils sont cassantes, tu as 99% de chances qu'elle est amiantée. Ouais. Ou alors les conduits fibrociment, qui sont des descentes, ou alors des conduits de vacation enterrés, etc. Par rapport à l'apparence qu'ils ont, ils ont aussi même une écriture, mais il faut bien avoir l'œil. Mais juste déjà l'apparence, tu sais déjà que là-dessus, il peut dire que voilà, et c'est amianté. Pourquoi? Parce que l'amiante a plusieurs catégories. Tu as la liste A, la liste B. Tout ce qui concerne liste A et liste B, par exemple, c'est le fibrociment, ou alors c'est tout ce que c'est les flocages en dessous des sous-sols, voilà, tout ce qui est un peu visuel. Coffrage perdu, parfait, c'est exactement ça. Et ensuite, tu as la liste C. Et là, ça va au-delà d'un rapport avant-vente. Le rapport avant-vente, ça reste uniquement sur la liste A et la liste B. Okay. Et pour aller sur la liste C, c'est à ce moment-là, lorsque quelqu'un va engager les travaux, il est obligé de venir redemander le même diagnostiqueur ou alors un autre diagnostiqueur. Ok, monsieur, je vais faire soit de la démolition ou soit de la rénovation. Lui, maintenant, le diagnostiqueur certifié, il est obligé de revenir sur site et faire des prélèvements. Et c'est là la liste C, en gros, c'est par prélèvement. Tout simplement, en quelque sorte, d'intégration qu'on appelle ça. Il est obligé de prendre des petits morceaux à droite et à gauche, des éléments qui sont déjà repérés, bien sûr, dans une liste bien spécifiée où il y a de l'amiante en général, comme je disais, par exemple voilà, là, on a de la plainte, ou alors on a de la faïence, ou alors de l'enduit, ou autre chose. Donc, du coup, lui, il est obligé d'aller prendre ces matériaux-là, renvoyer dans un laboratoire, qui analyse tout ça, et ensuite, en fonction de son retour des analyses des différents matériaux qu'il a pris, là, il te établit un rapport avant travaux ou avant démolition. Et grâce à ce rapport-là, moi, je peux entamer les travaux de retrait. Ok, d'accord. Ouais, parce que c'est vrai que, genre, tu vois, par exemple, un diagnostic avant-vente, si tu as un Dalflex, tu vois, on voit ça sur les anciens bâtiments, tout ce qui est des bailleurs sociaux de l'époque, Dalflex, Girflex, mais souvent les gens qui ont racheté, en fait, ils mettent un sol souple par-dessus, tu vois. Mais du coup, un diagnostiqueur, quand il passe, ils voient un parquet flottant dessus ou un parquet PVC. Ben, en fait, parfois, il va te dire, j'ai pas constaté en fait d'éléments où il y a de l'amiante dedans. Sauf que là, le Dalflex est juste dessous. Tu vois. Et lui, en fait, il dépose pas les trucs. Il regarde juste. Je vois pas. C'est comme la partie thermique, tu vois. En fait, en gros, ils te disent pas qu'il n'y a pas de thermite. Ils te disent juste qu'ils ont pas observé de traces de termites. C'est ça, exact. C'est que eux, quand ils passent, je vois pas de traces qui indiquent des termites. Je n'ai pas dit qu'on n'avait pas, tu vois. C'est ça la différence. Et en fait, la nuance que toi tu viens apporter là-dessus, c'est que toi, en fait, avant travaux, tu viens faire les prélèvements concrètement et tu viens soulever le truc pour dire, il y en a là-dessous. Quoi. Exact, voilà. Parfois, tu peux arriver avec des réserves sur le rapport en disant, par exemple, il n'a pas eu accès à tel endroit. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça a été bloqué. Ou alors, exactement comme tu le disais, tu as un Dalflex avec le parquet flottant dessous. Par exemple, il a voulu juste soulever. Parfois, tu as le client qui dit non, il ne veut pas. Après, c'est un peu pour sa pomme. Tu vois un peu le. Après, ils ne viennent pas démolir ni déposer les trucs. C'est pourquoi le client, il veut pas qu'on endommage son parquet. Ce qui est un peu compréhensible aussi. Compréhensible. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que il y a beaucoup plus d'amiante présent en fait, dans les bâtiments aujourd'hui que ce qu'on pense en vrai. Tu vois, même des bâtiments qu'on croise, on en a parlé il n'y a pas longtemps, des bâtiments qu'on a croisés, où tu le vois tous les jours, en fait, tu passes devant. Exact. Et toi, tu m'as dit, en fait, tout le carrelage, là, ça fait 20 ans que c'est là.
ça va pas bouger, c'est pas normal. C'est ça. En C'est fait, c'est la exposé au soleil. résistance. Ouais. C'est la résistance du matériau. Quand tu dis pourtant que c'est exposé à tout. Hein. Ouais, Au soleil, l'intempérie. ouais. Là, regarde, là, tu as du vent, là, tu as l'humidité, ça fait froid et ça bouge Ouais, pas. en plus, le bâtiment dont on parle, il est sur le front de mer, etc., en plein exposé. Voilà, exactement. Alors que Charlie a fait sa maison il y a moins de 10 ans et tout est rouillé de partout. Tu vois, et là-bas, nickel, ça va pas bouger d'un pouce. Exactement. Et combien ça coûte du coup? Enfin, tout ça. Alors, c'est compliqué. Ouais. Franchement, c'est extrêmement compliqué de donner un chiffre comme ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout va dépendre, comme tout type de travaux, quand tu vas commencer à faire de la rénovation. Moi, je viens directement sur place à chaque fois. Pourquoi? Parce que parfois, tu as des problèmes d'accessibilité, mais tout dépend où est le matériau. Et tout dépend aussi le type du matériau aussi que tu as. Pourquoi? Tout simplement, quand tu as un matériau qui est en intérieur, la réglementation n'est pas la même. C'est-à-dire au niveau des analyses. Par exemple, lorsque tu es dans un bâtiment où tu as de la faïence ou alors des plaintes, là, par exemple, il y a une réglementation qui s'impose. En gros, l'amiante, tout ce qui concerne les produits dangereux, surtout l'amiante, elle est réglementée par trois règlements. Tu as le code de la santé publique, le code du travail et le code de l'environnement. Le code de la santé publique, c'est tout ce qui concerne les environnementaux, c'est-à-dire les analyses d'air, tout autour. Le code du travail, c'est toutes les mises en protection que moi je dois mettre pour les EPI et les EPC de tous mes collègues. Ah, pour les gens qui interviennent dessus. Voilà. Et le code de l'environnement, c'est tout ce qui concerne les déchets. Les évacuations, les exutoires, etc. Déjà, même moi, avant que je dois commencer un travaux d'amiante, je suis obligé, par exemple, d'avoir le numéro de CAP. Le numéro de CAP, en quelque sorte, c'est 2 documents qui va être fait entre moi et le client et l'exutoire. Voilà. Concrètement, globalement, ce serait ça. L'idée, c'est que d'ailleurs, on arrive à identifier quels sont les éléments préalables, par exemple, carrelage, colle, faïence, enduit, tout ce que tu veux. Tout ça sera répertorié par des FID, fiche d'identification de déchets, qui va être envoyé au maître d'ouvrage, lui qui va poser sa signature, avec une certaine quantité qu'on on avait déjà estimé en amont avec par un devis en amont, déjà signé par celui-ci. Et ensuite, une fois qu'on a les FID, on envoie ça aux exutoires. L'exutoire dit « Ok, c'est bon, on a tous les éléments, voici votre numéro de CAP. » Et avant de venir évacuer, je dis « Ok, on a telle quantité, voici les numéros de CAP, ok, on vérifie, si tout est concordant, vous pouvez venir tel jour, pas de problème. » Voilà comment ça se passe. Mais après, pour mettre un prix dessus, ça peut monter très vite. Ça peut monter très vite. Par exemple, si là, à l'instant T, on est sur un chantier au Camélia, et même j'ai un autre chantier qui va démarrer sur une école privée de Logec, là, en face de l'école Saint-Charles. Par exemple, pour 100 mètres carrés de dalle de sol, je suis dans les alentours de 25 000 €. C'est l'opération complète du coup. Voilà, l'opération complète. Quand je parle opération complète, je parle administratif, travaux, et ensuite évacuation de déchets. Donc en gros, quand le client, lui, lorsqu'il m'appelle, je prends tout à charge. Pourquoi? Parce qu'il y en a certains clients, mais c'est extrêmement rare, qui prennent par exemple les déchets à leur part, parce que c'est juste des administrations à faire, comment de faire en sorte que tu as un transporteur agréé. Pour être agréé pour tout ce qui concerne les produits dangereux, on parle de transporteur ADR. Et après, sinon, tout ce qui concerne les parties de travaux, là, c'est plutôt administratif et en même temps, voilà. De toute façon, à partir du moment quand tu commences à toucher de l'amiante, il faut que la société elle-même ait déjà une qualification bien précise. Tu peux pas intervenir sur un morceau d'amiante juste parce que tu dis on va retirer ça pour nous. C'est un nom du coup, cette qualification? Qualification, alors en fait, c'est des organismes certificateurs. Soit tu as Calibat, ou soit tu as AFNOR, c'est eux en fait qui te donnent cette qualification-là. Mais en amont, que tu dois passer bien sûr par des épreuves de processus où là tu vas mettre ton mode opératoire, montrer comment tu fais en gros, parce que l'amiante, en quelque sorte, plus le matériau est fibreux, plus tu as des niveaux. Tu as le niveau 1, niveau 2, niveau 3. Niveau 1, c'est entre le 0 à 100. Tu as tel type d'installation qui est plus ou moins léger. Le niveau 2, c'est entre 200
entre 6666 fibres. Ok. Et là, l'installation est beaucoup c'est plus une lourde. unité de... C'est quoi l'unité de ça? C'est-à-dire, C'est quand tu dis 0 à 100, c'est 0 à 100 quoi? 100 fibres par litre. Ok, d'accord. Voilà, Ok. tu es à 100 fibres par litre d'air. Ok. Pareil, entre 100 et 100 Ouais. et 100 et 6000 fibres. Ah, du coup, ça indique un peu du coup la taille de la fibre. Plus il y en a, c'est que Ça peut t'indiquer le type de la fibre. Ouais. Ça peut t'indiquer aussi effectivement la taille. Ouais. Mais toi-même à l'œil nu, tu ne pourras pas voir. Mais par Ouais, bien contre, sûr. comment ça s'appelle encore? C'est le laborantin qui lui pourra voir parce que c'est lui Ouais. qui va avoir le microscope qu'il faut pour faire. Ouais. Et après, tu as le troisième niveau que là, on parle entre 6000 à 25 000 fibres. Au-delà, Ok. tu n'en as pas. Là, il faut envoyer un robot. Carrément. Ok. Voilà. Et plus. Ah oui, à ce moment-là. Ah oui. Ah ok, d'accord. Là, tu rentres pas. Ok. À partir du moment où tu peux pas rentrer, il faut envoyer un truc mécanique qui se fait à distance, au moins déjà un minima qui puisse abattre les fibres. Après, tu reposes une autre pompe d'analyse et cette pompe d'analyse-là va analyser pour savoir déjà combien de fibres que tu as. Ouais, ok. Et ensuite, tu peux envoyer des gars sous protection s'il reste encore, par exemple, si te reste encore 10 fibres, ça te reste 100 ou encore 5000, mais au moins tu sais que tu peux envoyer des gars, mais sous telles conditions. Ok. Mais du coup, là, au-delà de ça, ils n'en voient pas parce que c'est dangereux, c'est nocif pour la personne Voilà, qui voit parce ça. que, parce que tout simplement, on va faire simple, le nombre de fibres qu'il y a à ce moment-là, tu n'as pas de protection adéquate. Ah oui, ok, ça n'existe pas du coup de protection suffisamment voilà, c'est fine pas, c'est pas assez, importante. c'est pas assez, on appelle ça un facteur de protection. Ouais. Un FPA. Donc, en gros, le facteur de protection que nous, on a en général, on est sur du 160. Bon, c'est leur facteur, mais... Oui, c'est un facteur en fonction, qui est calculé en fonction d'une formule. Voilà, exactement. Ok. Et ok. Mais du coup, là, actuellement, tu vois, tu m'avais dit du coup, on découvre de l'amiante dans un projet. J'ai acheté une maison, tu vois. J'ai une maison, moi, je suis vieux, enfin, je suis vieux, pardon, rien à voir. J'ai acheté une maison, je suis nouveau dans l'investissement, je sais pas ce qu'il en est. Et on découvre de l'amiante, par exemple, je sais pas, sur le sol et sur un conduit de descente. Donc on fait un diagnostic avant travaux. C'est quoi l'étape d'après? Qu'est-ce qui se passe? Tu me fais un devis du coup? Alors, effectivement, et après, qu'est-ce qui se passe? le client m'appelle. Ouais. À ce moment-là, je fais un devis. Si le devis il est OK, moi j'entame tout de suite la partie administrative. Ouais. Donc, entamation de la service administratif, c'est l'établissement du plan de retrait. Ok. Le plan de retrait qui va être envoyé automatiquement aux institutions de contrôle, inspection du travail, médecine du travail et la CGSS. Ensuite, ce même plan de retrait-là, je vais l'envoyer à mon collègue qui, lui, fera les demandes de numéro de CAP, en indiquant bien sûr, attention, tu as tel type de déchet, telle quantité. Ensuite, quand c'est fait, moi derrière, quand le plan de retrait est envoyé, je suis dans l'obligation d'attendre 1 mois avant intervention. Pourquoi? Ce sont les délais impartis et imposés et incompressibles demandés par l'inspection du travail. Ensuite, quand ces délais-là sont terminés... c'est que des délais administratifs, ça, pour l'instant, il n'y a rien de technique, là, pour l'instant. Non, là, c'est que les délais. Ça, par contre, c'est obligatoire. Et même moi, je peux rien y faire. Le seul moment où tu peux réellement déroger à cette règle des 1 mois, c'est au moment lorsque c'est suite à un sinistre. Par exemple, ce qui m'est déjà arrivé, voilà, il y a par exemple, SIDR et SHLMR. Une fois, ils m'ont appelé, ouais, monsieur Ramet, ben là, on est un peu dans l'embarras. On a eu un local qui était fermé. Et comme par hasard, il y avait un conduit d'évacuation fibrociment. Donc, à partir du moment où tu sais que il y a eu un incendie, donc suite à un sinistre, là, par exemple, tu peux déroger, tu arrives dans 8 jours. Oui, il faut intervenir rapidement. Voilà. Parce que pourquoi? Parce que des gens. Effectivement, parce que tu as les gens autour. Donc, en gros, la première chose qu'ils sont à faire, c'est déjà condamné et personne ne rentre jusqu'à temps que nous, on intervienne, on dépollue le tout. Par exemple, c'est la seule chose. Et une fois que c'est fait, alors, comme je te l'ai dit, il y a 2 façons de procéder. Soit tu as un matériau en intérieur ou en extérieur. Lorsque tu as un matériau en extérieur, moi, la seule chose que je dois au client, c'est les analyses pendant les travaux. Pendant la phase de retrait du matériau. Lorsque c'est un matériau en intérieur, ça change la donne. Tu as les analyses avant, tu as les analyses pendant et tu as les analyses après. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand tu es en extérieur, tu as l'air qui passe tout le temps. Donc, c'est fluidifié. Donc, voilà, c'est tout le monde qui passe. Donc, tu n'en as pas forcément besoin parce que le matériau a toujours été là. Il n'y a pas eu de souci. Mais à partir du moment que tu vas commencer à le toucher, effectivement, là, il te faut des analyses. Et ces analyses-là, je l'envoie à un laborantin, un stratège, c'est lui qui va indiquer quels sont le nombre de pompes, quelles sont les mesures qu'il va faire.
Ok. Moi, j'ai pas forcément grand-chose à lui dire. Peut-être s'il me demande quelques informations. Par exemple, voilà, il me demande cette salle-là. Moi, je lui envoie juste le plan, mais il n'a pas cette dimension. Je lui dis, ben voilà, ça fait tant de mètres carrés. Et tant de nombre de mètres carrés va lui indiquer, par exemple, le nombre de pompes qu'il a. Il va me demander, par exemple, est-ce que lorsque j'interviens, est-ce qu'il y a du monde à côté? Et je dis, ok, d'accord. Lui, il va rajouter une pompe. Ok. Une pompe à quoi? C'est une pompe d'analyse environnementale. Ok, d'accord. Voilà. En gros, cette pompe-là va aspirer l'air pendant soit 4 heures, soit 24 heures, en fonction de ce que tu es en train de faire, analyser l'air, pour savoir est-ce que moi, d'ailleurs, au moment lorsque je suis en train de faire les travaux, ou alors avant, déjà savoir s'il y a déjà de la fibre à l'intérieur pour savoir si les gars ne doivent pas rentrer et préparer la zone en étant masqué. Et lorsque pendant les travaux, je suis en train de faire, imagine par exemple, moi, je suis en train de faire ici, et juste à côté, tu vois Quentin ou une autre personne qui est en train de travailler à côté, est-ce que moi, j'ai pas pollué sa zone à lui en étant là? Tu vois, c'est vraiment très, très rigoureux. Et comme par exemple, tu vois, tu as une maison voilà, ici va être rénovée. Une fois que moi, j'ai fini mes travaux, avant de déposer toute la partie installation que moi là, parce que je suis venu obligé de venir confiner toute la zone, la première chose que moi, je vais faire après, une fois tous les travaux de retrait sera fait, il y aura un diagnostiqueur que lui aussi, normalement, il a aussi cette certification de venir contrôler que tous les matériaux ont été bien retirés, qu'il ne laisse pas de traces ni rien, ce qui est obligatoire. Et une fois que lui me dit, ok, d'accord, tu as mon aval, est-ce que tu as aussi la mesure de première restitution? En gros, la mesure de première restitution, c'est une mesure libératoire qui prouve que moi, j'ai fini la totalité du retrait, que j'ai nettoyé toute la zone dans son ensemble. Et cette mesure-là viendra dire, OK, la zone elle est propre, vous pouvez retirer. Et c'est à ce moment-là, une fois que tout est fait, je replie le tout, je conditionne tous mes déchets selon la réglementation en vigueur. En général, c'est un col. Tu vois comment tu conditionnes une première fois en col de cygne. Tu reconditionnes ce même déchet-là une deuxième fois en col de cygne, tu le places dans un big bag, ce même big bag est refermé en col de cygne. T'en as 3. Donc voilà, c'est extrêmement très rigoureux. Une fois ça, c'est bon, on appelle le centre de tri, on appelle notre transporteur, on cale tout ça et l'évacuation est programmée dans la foulée. Et une fois c'est fini, moi je fais un rapport de fin de travaux pour leur dire voilà tout ce qui a été retiré, voilà les déchets, preuve à l'appui. Et ensuite, après le client, c'est à lui d'enchaîner avec ses travaux. Et c'est grâce aux mesures de première restitution. Par exemple, toi, demain, tu me dis, OK, il y a une autre société qui vient. Je dis, oui, monsieur Intel, OK, oui, c'était bon, vous avez désinventé, mais vous avez une preuve que ça, c'est propre. Voilà la preuve. Oui, tu as le document. C'est le document qui prouve que tout a été fait. Voilà, exactement. C'est extrêmement calé et réglementé. Et du coup, juste sur la partie technique, moi, ça m'intéresse de savoir, tu as un sol amianté, d'accord? Le technicien, quand il arrive, une fois que tu as préparé la zone, qu'est-ce qu'il fait en fait pour désamianter ou pour enlever Alors, pour retirer l'amiante, tu vois. Lui, concrètement, qu'est-ce qu'il fait sur place? Tu as plusieurs façons de retirer la dalle de sol. Moi, je l'ai fait particulièrement, c'était mon premier là-dessus. C'était justement la dalle de sol. Vu que tu en parles. Alors, pour faire simple, j'ai commencé avec les racloirs. En général, c'est les racloirs que tu utilises pour préparer les banches à béton. Quand tu vois un peu de résidu, tu fais. Là, en gros, si c'est un petit peu dégradé, tu arrives, tu peux le faire. C'est bon, ça part bien. Mais en général, comme c'est de l'amiante, comme c'est bien collé, ça tient bien, et passe-moi le bégonnière là. Et là, on vient taper. D'accord. Voilà, et là, on vient taper. Et on a un autre collègue juste à côté. Lui, au même moment, il est en train d'abattre les poussières. Pourquoi? Parce que le fait que simplement, justement, quand tu es en train de taper dessus, ça va carrément désintégrer le matériau lui-même. Mais comme je te l'ai dit, donc, par exemple, tu casses juste... Ça s'effrite dans l'air. Voilà. Ça, c'est un retour d'expérience que j'ai eu. Par exemple, tu vois, j'ai eu juste une collerette de morceaux fibrociment comme ça, qui n'est pas plus gros que cette épaisseur-là. À peu près 5 cm, comme si c'est juste un petit tube de 1 cm de diamètre. On l'a juste cassé comme ça. À l'instant T, on a eu plus de 2000 fibres à l'instant T. Juste en faisant ça. Ça peut partir d'un matériau à un autre. D'où la raison pourquoi que nous, d'ailleurs, lorsqu'on a fait des processus, qu'on les a fait valider, lorsque tu mets un processus, il est obligatoirement au niveau 2. Mais avant de dire que c'est obligatoirement en niveau 2, niveau 1 ou niveau 3, on a une base qui s'appelle la scolamiante. Et cette scolamiante-là, c'est pour tout le monde. C'est l'INRS qui a mis ça en place.
tu as des processus. Soit tu le fais en retrait mécanique, en précisant est-ce que tu le fais à l'aspiration à la source, est-ce que tu fais par l'abattage des poussières directement. Tout va dépendre de ce que tu mets et lui il va te dire le nombre de fibres. Et en fonction de ce nombre de fibres-là, toi tu viendras sur ton chantier essayer de trouver une solution pour abaisser le maximum au plus ces fibres-là. Parce qu'à la base, en général, tous les processus, ils sont au niveau 2. Toi, ce que tu faut que tu fasses, nous, ce qu'on arrive à faire, c'est essayer de faire passer au niveau 1. Mais tout va dépendre du matériau. Il y a des moments, tu peux essayer de tout faire, tu ne passeras pas. Ça passera pas. Ça passera pas. Par exemple, le coffrage perdu, quand tu es en train de partir, un poteau. Par exemple, en intérieur ici, voilà, tu es obligé de créer un confinement. Pourquoi? La raison est simple. Quand toi, tu vas venir essayer de retirer la coque qui vient, qui est restée, tu es obligé en quelque sorte de faire un signet. Donc, quand tu viens faire un signet, fatalement, tu es obligé de essayer de... tu dégrades le matériau et du coup, de le dégrader. Exactement, tu as tout compris. Et sur... Voilà un peu la technique que tu as. Donc, il y en a d'autres, mais c'est les deux plus réguliers que tu as 90% du temps. Parce que j'ai regardé, moi j'avais vu, comme je t'avais dit, j'avais vu passer, le seul exemple que moi j'ai vu visuellement, c'était sur un pont de la rivière des Galets, c'est ça? Oui, la rivière des Galets, c'est ça. C'était nous. Et en fait, ils ont refait un pont à côté, mais du coup, il fallait désamorter l'ancien pont qui était pété. Exact. Parce qu'on ne peut pas le laisser comme ça, c'était bourré d'amiante. Mais en fait, il y a tout un dispositif, il y a eu toute une comment on appelle ça? Une espèce de cabane étanche qui était créée autour d'un poteau. Et je voyais en fait quelqu'un s'équiper, mais vraiment en mode... cosmonaute. Cosmonaute, comme les gars au côté du volcan, là, tu vois. Exact. Je le voyais vraiment s'équiper, je le voyais rentrer, marcher comme ça, ouvrir la porte, rentrer dans une espèce de cabane. Et je dis, dans la zone, oui. Tout ça à mettre en place, tu vois. Je trouvais ça impressionnant, tu vois. Là. C'est tout le protocole que je viens de te dire, par exemple, ce que je t'ai dit là... quand tu viens, tu mets du polyen partout à droite et à gauche, tu vérifies qu'il n'y a pas de filtre à droite et à gauche qui rentre l'air, tu vérifies l'étanchéité, tu vérifies l'extraction de l'air. Donc en gros, à minima, il te faut 6 volumes d'air, 6 roulements d'air en fonction du cubage que tu as à l'intérieur de ta zone que tu as confinée. Prévoir l'extracteur, prévoir aussi le sas personnel, même le sas personnel, il doit être ventilé à un certain nombre de mètres par seconde. Minima, c'est 0,9 pour tout ce qui concerne la partie décontamination du personnel. Et pour tous les déchets, c'est 0,5 mètres seconde. Après, on cherche pourquoi ça coûte cher. Et tu vois, t'as tellement de trucs à mettre en place. Sachant que lorsqu'un mec qui rentre à l'intérieur, lui-même, il doit être équipé. Et il a déjà sa cartouche. Une fois qu'il a sa cartouche, il a son masque. Donc la cartouche, en gros, c'est plutôt, on va dire, c'est un moteur qui va aspirer l'air, mais pour que derrière lui aussi, il ait un afflux d'air assez régulier. Mais ce moteur-là a aussi des cartouches filtrantes pour filtrer l'amiante. On filtre absolument. Et en fait, sur l'équipement, en fait, t'es parmi les équipements les plus... plus rigoureux de tout ce qui concerne. Hormis, j'ai déjà, par exemple, un recul sur, sur le nucléaire. C'est autre chose. Là, c'est autre chose. Après, c'est le niveau au-dessus, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose après ça non plus, quoi, tu vois. Hormis que c'est beau. Non. T'en as pas plus que ça. À mon avis, tu as le nucléaire ou alors les astronautes, je sais qui sont vraiment équivalents. Parce que là, tu disais, par exemple, sur 100 mètres carrés, tu étais à peu près à... Tu m'as dit combien, du 25 000. 25 000 euros. Voilà. Parce qu'on a déjà fait des estimations... avec Quentin, je crois que tu es déjà passé sur 2-3 bâtiments, tu as fait des estimations. C'est ça, exactement. Et on est très très vite sur du 30, 45, 200 000 euros. Quoi. Tout va dépendre, effectivement, tout va dépendre du matériau, la quantité surtout. Parce que ce qu'il faut savoir, pour moi, les deux postes qui sont le plus chers, c'est pas le retrait en lui-même, c'est la préparation et l'évacuation des déchets. C'est les deux postes là où tu t'en prends plein la tête. Par exemple, je suis en train d'expliquer à un client, je dis, monsieur Ramin, sur l'amiante, là, on est obligé de faire 5 000 euros. Oui, parce que je suis obligé de mettre tout. Pourquoi? Parce que tout simplement, je suis obligé, moi, de mon côté, de prévoir toute l'installation vis-à-vis de la réglementation. Et sachant que moi, d'ailleurs, je suis le plus rigoureux à être contrôlé par l'inspection du travail, mais aussi par mon organisme certificateur. Demain, il peut arriver à n'importe quand. Il vérifie déjà mon plan de retrait, est-ce qu'il est OK? Est-ce que c'est respecté? Et déjà, c'est respecté, moi, ce que je dis. Mais est-ce que le chef de chantier a respecté aussi ce que j'ai mis sur le plan de retrait? Est-ce que tout est OK? Et lui, il va vérifier aussi que tous mes gars aussi sont formés. Est-ce que toute la formation soit à jour? Sachant que nos formations, tu as une initiale que tu fais pendant facilement au moins 2 semaines. Et après, c'est tous les 2 ans, entre tous les 2 à 3 ans, tu vas faire un recyclage.
pour renouveler ta formation. Ok. Ah oui, c'est extrêmement rigoureux. Hein. Ah ouais, donc c'est beaucoup de temps. En fait, en tant qu'entrepreneur, c'est énormément de temps passé, beaucoup de techniques, beaucoup de matériaux a priori mis en place et de technologies embarquées, d'où C'est ça. le coût du truc, quoi. Sachant que tout ton matériel Ouais. aussi doit être en maintenance par an. Ouais. Donc, c'est tous les années, il faut Ok. que tout le matériel que tu utilises, c'est vérifié, contrôlé. Il y a de la maintenance parce que c'est pour les matériaux que tu utilises là, enfin le matériel, il va quand même être utilisé pour des projets dangereux. Donc, par exemple, l'extracteur, il aspire des Oui, fibres il faut que ce d'amiante. soit nettoyé. Donc, il faut Ok. que ça soit nettoyé, changé Ouais. régulièrement. Tout Ok. ça, c'est vérifié. Ouais. Ça, c'est un truc de ouf. Mais du coup, là, ça, c'est un point important parce que finalement, en fait, sur l'alimente, ça coûte cher, ouais, sur la partie. C'est sur la partie. On Budget, va ouais. partir sur la partie budget, investissement IMO. C'est ça. Demain, si tu fais un projet et que tu as mal évalué ce poste-là, c'est un projet qui te force toute ta renta, quoi, tu vois. Parce que Ah demain, oui, clairement, enfin, même je dis moi. ça, Hein. demain 50 000 euros que tu n'as pas prévu et que tu dois les payer, bah, c'est pas. Sachant que par retour C'est compliqué, d'expérience, quoi. c'est les découvertes au fur et à mesure des travaux, c'est légion. Hein. Oui, ça va crescendo à chaque fois. Voilà, ça va. Par La facture exemple, moi, ce que exponentielle tu après. peux pas découvrir, Ouais. ce que j'étais en train de dire la dernière fois en Quentin, je dis par exemple, Quentin, fais attention, ce que moi je vois là, demain tu es en train de terrasser pour je ne sais quoi, parce que tu as un LOVAD qui doit faire Ouais. un truc, un parking ou je ne sais quoi, fais attention que d'ailleurs que tu ne vas pas croiser un conduit à monter. Et là, ça peut encore repartir. Oui, ça part en. Voilà, ça peut encore Ouais. repartir. Mais par contre, ce qui est bien, nous, par exemple, parce que heureusement que quand même l'administration française a compris ça. Hein, tu t'imagines par exemple qu'il y a une découverte, nous on a fini nos travaux, comme c'est toujours sur les lieux, mais qu'il y a eu déjà un chantier de désavantage en amont, là d'ailleurs, tu n'as pas besoin, par exemple, suite à une découverte, revenir dessus encore un mois. Donc là, tu as juste à dire, ok, ben, monsieur ou madame l'inspection du travail, je dépose un avenant pour l'entrée suite à une nouvelle découverte. Oui, après tu l'intègres dans le Voilà, et projet. donc là, Quoi. du coup, tu n'as pas à attendre un mois. Là, Ah tu ouais. peux intervenir aussi dans la foulée, en fonction, bien sûr, Ouais. des disponibilités de la société. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en vrai, tu vois, l'amiante. T'as une deuxième question pour toi sur la partie IMO. Demain, j'achète un projet IMO. Il y a un vieux vide ordure où il y a l'amiante dedans. Est-ce que je suis obligé de désamianter absolument? Pas forcément. C'est quoi les solutions du coup que je peux Alors, mettre en place? concrètement, c'est le diagnostiqueur aussi qui pourra te donner un peu la tendance. Ouais. Pourquoi? Parce que tout simplement, lui, quand le diagnostiqueur, lui, il viendra, il est dans l'obligation de mentionner comment la dégradation du matériau lui-même. En gros, tu as 3 niveaux. Tu as EP, AC1 et AC2. Ouais. EP, c'est évaluation périodique. L'évaluation périodique, lorsqu'un matériau est en très bon état. Par contre, c'est au maître d'ouvrage de rappeler le le diagnostiqueur, qui doit rappeler le diagnostiqueur pour lui dire, oh, voilà, ça fait déjà les 3 ans, pouvez-vous revenir réévaluer le matériau pour savoir si celui-ci est encore dangereux. Okay. Et par contre, lorsque tu arrives sur AC1, AC1, ça veut dire que le matériau est dégradé, il faudrait le mettre au plus vite en protection. Je veux bien en protection. Uniquement. Tu n'es pas obligé de désamorter. Soit tu le recouvres, tu mets un truc dessus. Mais le fait que déjà, voilà, que tu sais déjà que voilà, le truc est dégradé, peut-être dans le temps, si ça dégrade plus, commence à prévoir les travaux. Et après, tu as AC2. Là, c'est retrait imminent. Mais c'est de suite. Tu ne cherches pas midi à 14h. Tu n'as pas le choix. Soit tu as l'encapsulage, moi je trouve que l'encapsulage c'est une hérésie avec le recul. Ouais. Pourquoi tu conseilles pas du coup ça? Non. C'est quoi l'encapsulage déjà? L'encapsulage, en gros, tu laisses le matériau comme il est, mais tu le rends complètement inaccessible. En gros, pour qu'un matériau soit complètement encapsulé, c'est-à-dire une grosse protection sur le matériau lui-même, que ça va durer dans le temps. En gros, tu as 3 conditions à respecter. Il faut que celui-ci soit étanche, durable et solide dans le temps. Okay. Il faut que ces 3 conditions-là soient réalisées. Mais en général, je ne conseille pas trop parce que pourquoi? Tout simplement, imagine par exemple ici, ce qui m'est déjà arrivé, mais quand je leur ai dit, ça a toujours pas passé, mais bon, ça a fait quand même. Comme par hasard, c'était à Saint-Pierre. Ouais. Ici, c'était vraiment à Saint-Pierre, pas trop loin de votre ancienne agence. Par exemple, tu as de la dalle de sol. Le propriétaire me disait, ben non, les travaux de désavantage sont coûteux, etc. Et on préfère l'encapsuler. Ok, d'accord, vous voulez encapsuler? L'encapsulage revient quasiment au même prix que du désavantage. C'est pour ça que je dis, ben, c'est une hérésie. Autant le faire. Autant le retirer. Pour moi, l'encapsulage est vraiment
allez, on va dire qu'elle est vraiment réelle à partir du moment que tu touches à la totalité, la stabilité de l'ouvrage, concrètement. Par exemple, imagine que tu as un poteau central qui maintient tout un bâtiment tout en haut. Tu sais que si tu casses ça, c'est compliqué. Ouais. tout s'effondre. Bah, je vois pas l'intérêt. Ouais. Donc, du coup, là, par exemple, oui, ça vaut le coup, par exemple, D'encapsuler. d'aller l'encapsuler. Mais par exemple, moi, j'ai eu une expérience d'encapsuler de la dalle de sol. Mais à la fin, je leur ai dit, mais ça sert à rien. Pourquoi? Parce que tout simplement, revenir remettre du béton dessus, hydrofugé avec un autre produit qui viendra stabiliser la fibre. Quand demain, quand tu voudras le désamianter, le problème, c'est que le dallage que tu as mis plus la dalle de sol qui est juste en dessous, ben, il faudra compter aussi le dallage en partie amiantée. Ouais. Donc, ça te rajoute plus de déchets. Et sachant qu'ici, les déchets Ah bah sont oui, en fait, excessifs. du coup, oui. Tu comprends? Okay. Donc, du coup, parce qu'en fait, lorsque tu vas venir essayer de retirer l'amiante, mais tu es obligé de dégrader en quelque sorte, malheureusement, le dallage avant d'atteindre. Et le fait qu'un dallage, un ciment qui est poreux, un élément qui est poreux, est considéré pas comme décontaminable. Il est contaminable automatiquement. Ouais. Et du ciment, ça, c'est pour eux, quoi. Voilà, donc à partir du moment que tu commences à faire ça, t'es pris en fait. C'est pour ça que je trouve que c'est une hérésie, parce que tu rajoutes des choses qu'il ne faut pas, alors que le mieux c'est de désamorter, comme ça tu n'en parles plus. Dans le cas où nous, des trucs qu'on voit souvent, nous, sur les biens qu'on peut visiter, c'est les anciens bâtiments, tu as souvent l'intérieur des vides d'ordures, en fait, qui est amianté, tu vois. Oui, les fameux... vides d'ordures communs. Oui, les vides d'ordures communs, oui, qui sont en amiantement. J'ai déjà retiré ça par retour d'expérience. C'est pas compliqué. Mais la chose la plus complexe, en gros, c'est de faire en sorte que tu n'as pas les gens à l'intérieur. À l'intérieur du logement. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont communicants vers chaque étage. Et comme tu sais, comme je te l'ai dit, tu as des matériaux qui sont très fibreux. Et le fibrociment fait partie de ces matériaux-là. Tape comme ça peut partir vraiment très loin. Donc l'idée, c'est que depuis le vide ordure, tu mets des extracteurs, mais très très gros extracteurs, pour que derrière ça puisse tirer depuis en haut. Et l'idée, c'est de faire en sorte de passer dans les gaines techniques. En général, quand tu le retrouves dans les gaines techniques des communs. Donc ça, en gros, tu le retrouves pas forcément à l'intérieur d'un logement. Mais ça arrive, par exemple, sur un des logements d'un lycée au Tampon, par exemple, j'en ai vu un. Et ça, du coup, tu conseilles quand même de faire un traitement, genre de coffrer, de laisser de côté? Peut-être à la rigueur de le coffrer, c'est mieux. Mais par contre, j'en ai déjà eu l'occasion de retirer pour un client. Lui, il ne voulait pas parce que tout simplement, il voulait essayer d'optimiser au mieux, au maximum l'espace, ce qui est normal, hein, par exemple, une nouvelle cuisine. Par exemple, oui, effectivement, tu peux le retirer, mais il y a une seule et unique condition. Les deux conditions que tu as, que celui-ci puisse en service, et celui-ci est en service, que le client, lui, reprenne automatiquement à sa charge une connexion automatique. C'est-à-dire qu'il revient reconnecté par un PVC ou je ne sais quoi. Voilà, ça, par exemple, il pourra le faire. Moi, j'en ai déjà fait. Parce que c'est vrai que tu as des trucs... Après, il y a des endroits où c'est vraiment en mauvais état. L'acier, tout se dégrade. Là, mauvais bail, je trouve. Mais souvent, tu as des vides orageux qui ne sont pas abîmés dans un coin, mais même parfois, souvent, à demi encastrés dans un mur, tu vois. Oui, ça aussi. Ça, c'est ouf, tu vois. Genre, tu as des demi-vides orageux encastrés dans le mur et tout. Mais dans ce cas-là, tu peux pas l'enlever, tu vois. Tu es obligé de coffrer, en fait, dans ce cas-là, non? Mais le seul moment pour retirer ça, je te le dis, c'est vraiment lorsque le bâtiment il va être en démolition. Là, tu pourras pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour retirer ce genre de coffrage perdu, ça m'est déjà arrivé. Par exemple, tu as un coffrage perdu qui est carrément moulé à l'intérieur d'un mur, mais pour le retirer, bonjour. C'est compliqué. En gros, tu es obligé de prendre un spécialiste du sciage de mur, tu es obligé de scier à droite et à gauche, et tu viens juste retirer la partie. Mais derrière, en faisant ça, le matériau, le béton qui est déjà collé au fibrociment, il faut compter aussi en même temps dans la partie amiantée. Donc, il va être considéré comme un déchet qui sera pollué. Je vois. Il y a des moments, c'est super technique. Par exemple, je suis sur mon collègue à moi, j'ai un autre collègue aussi qui est sur un chantier pas très loin, juste en face du cimetière de Saint-Pierre. Figure-toi que justement, j'ai pas compris le principe. Parfois, tu essayes de comprendre
comment soit les ingénieurs ou soit comment les maçons qui ont créé ça, les escaliers en préfabriqué en étant en colimaçon, le poteau central, il est recouvert avec un coffrage perdu. Alors, pour retirer ça, Ok. c'est la première fois que je vois ça. Hein. Par exemple, tu vois, je trouve de C'est tout. pas malin, mais... C'est pas malin, mais pour le retirer, c'est compliqué parce que tout simplement, si tu essaies de retirer un coffrage perdu, le problème, c'est que techniquement, c'est peut-être faisable, mais derrière, la surprise, elle est totale. Pourquoi ? Par retour d'expérience sur sur les coffrages perdus, le problème, c'est qu'avant, ils n'avaient pas de système assez évolutif et assez efficace aujourd'hui, par exemple, à la vibration du béton. Ça m'est déjà arrivé de retirer une coque et que tu as sur une longueur de 2 mètres de haut, tu as une partie du béton, un vide, une partie du béton. Oui, le béton mal vibré, du coup. En fait, le béton vibré, c'est juste quand tu fais ton mélange et que tu verses dedans, en fait. Si tu n'as pas enlevé les bulles d'air, en fait, ça fait des trous à l'intérieur du béton, mais tu ne vois pas à l'œil nu, en fait. Et donc, du coup, ça, c'est extrêmement dangereux. Parce que imagine que moi, je vais retirer ça structurellement, ça fait un bordel. Hein. Ça fait un gros bordel. Ouais. La seule solution, c'est que d'ailleurs, par exemple, c'est de retirer la totalité au moment que ce sera démoli. On retire les parties qui ne sont pas en contact direct avec le matériau amianté. Ouais. Et ensuite, tu viendras retirer au fur et à mesure. Ouais. Mais déjà, tu viens de mettre le doigt sur deux des raisons pour lesquelles, quand on passe ici, des fois, tu as des endroits où tu as des cités entières, en fait, souvent des anciens logements sociaux, qui sont complètement abandonnés, tu vois, où il n'y a plus personne dedans et la zone est barricadée. Exact. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu as des problèmes structurels. Donc, en fait, les murs se cassent la gueule et tu as les toitures qui tombent à l'intérieur. Parce que le béton, principalement, est mal vibré et que ça a été mal dimensionné. Donc, en fait, les bâtiments se fissurent et tombent. Et ils ne peuvent pas les dégager parce que c'est bourré d'amiante. Du coup, tu as des bâtiments en fait, où ils ne font rien avec parce que ça coûte trop cher pour démolir et dédiamanter. Exact. Et du coup, là, tu as des cités en fait, qui restent là. Et il ne se passe rien, les gens squattent. Voilà, ou alors ils sont plus aussi aux normes. Par exemple, pour les PSN pour accessibilité PMR. Ouais. Par exemple, ça aussi. Ouais. Parce que lorsqu'ils doivent, par exemple, la rendre PMR, soit parce que tout simplement, à ce moment-là, la norme n'était pas déjà, on va dire, en guillemets, mise en place. Donc, ça se fait que, d'ailleurs, quand tu arrives dans un couloir qui fait à peine 80 cm et que d'ailleurs, tu as besoin à minima 90, voire 1,10 m pour que d'ailleurs, tu peux passer un fauteuil roulant. Et quand d'ailleurs, quand tu dis, c'est bon, on va essayer de toucher ça, structurellement, déjà, ton bâtiment, tu ne le toucheras pas. Ouais. Ou alors, tout simplement, parce que depuis en haut et en bas, ça m'est déjà arrivé de retirer une cloison. Et puis, le 6e étage jusqu'au rez-de-chaussée, tu as des cloisons en fibrociment amianté. Et là, ça coûte. Ouais. Et là, ça chiffre. C'était très utilisé dans les constructions à l'époque, même à La Réunion. Et même des bâtiments d'après 97 où les constructeurs n'ont pas respecté, en fait. Ouais, par exemple, l'Université de La Réunion. C'est quoi ? Par exemple, l'Université de La Réunion. Oui, t'en as, ouais. Donc, il y en a même beaucoup d'autres. Hein. Ah oui. Et c'est plein. T'as des bâtiments 2001, 2002, 2003, les constructeurs ont décidé de mettre de l'amiante dedans. Alors, par retour d'expérience... Mais je sais pas comment ça se fait, ça. Parce que normalement, ils sont plus censés avoir accès à des matériaux, en fait, oui, pourquoi ? Pour donner de l'amiante. C'est pas compliqué. Quand la loi, elle était passée, donc, en gros, c'est un peu compliqué d'aller contrôler ce qu'il y a encore sur le marché. Ouais, clairement. Et je sais que lorsque Jacques Chirac avait signé l'interdiction de vendre et tout, etc., moi, je sais que d'ailleurs, tous les matériaux qui étaient amiantés, qui étaient encore en métropole, ils les ont dégagés, mais ils les ont dégagés sur tous les autres départements. Ok, ouais. Donc, tu avais par exemple la Guadeloupe, tu avais la Réunion, donc ils ont tout mis là-bas. Ouais, ils se sont dit le temps que ça arrive là-bas. Voilà. Ouais, concrètement, il y avait un délai énorme encore avant que repasser. Ah, je comprends mieux du coup. Exact. Et du coup, ça s'est fait que moi, par exemple, par retour d'expérience, je suis tombé sur une maison. Permis de construire datant de 2004, il y avait de l'amiante dedans. On dû amianter. Ouais, c'est ça. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ouais. Là encore, par exemple, à Grandbois, sur une villa à Grandbois, j'ai demandé au client, je dis, ça date de quand votre permis de construire ? Il m'a dit 2004. Je dis, c'est ok, c'est logique. Oui. Voilà, c'était des coupelles, tu vois, les coupelles, les vis autoforeuses que tu dois mettre pour fixer les tôles, les couvertures, les tôles. Tu as à chaque fois une rondelle néoprène.
Mais c'est ces rondelles néoprène-là qui étaient amiantées. Ok, d'accord. Toi, c'est dans des. Ouais, c'est Bon, dans je des pensais petits même détails. pas qu'il y avait des petits trucs comme ça, dans des petits détails comme ça, tu vois. Ah oui, même ça, par exemple, tu vois, avant, même, tu vois, par exemple, moi, je vais pas aller loin chez ma grand-mère. Je sais que, par exemple, sur les anciennes tôles, pour éviter d'aller changer les tôles ou je ne sais quoi, ils remettaient une genre de couche de goudron d'étanchéité. Mais en général, ça, c'était à 50%, voire 60% amianté. Ouais. Donc, tu vois, par exemple, ça aussi. Et du coup, il y a cette grosse partie-là, ce gros sujet-là de l'amiante à La Réunion, tu vois. Mais est-ce que du coup, on a également des problématiques avec le plomb, par exemple Par exemple aussi. Exemple. Mais à la différence du plomb, elle est beaucoup plus gérable. Pourquoi? Ouais. Tout simplement. Les bâtiments sont moins vieux, peut-être. En métropole, tu as peut-être plus de soucis avec le plomb qu'ici. Beaucoup je plus, mais en général, il est utilisé exactement pour le même principe que l'amiante, la durabilité. pense. Ouais, dans les peintures, là. Exact. En gros, Dans quoi tu pouvais retrouver du plomb? généralement, Ouais, la peinture. ouais, C'est franchement, j'ai pas retrouvé dans d'autres types de matériaux. ouais. C'est uniquement la peinture. Ouais. Pourquoi? Pour ceux qui ne Tout savent ça- pas, du coup, tu as aussi, à la base, le plomb, c'était mis dans la plomberie, en fait, dans tout ce qui est conduit d'eau, etc. C'est ça. Après, ils ont enlevé parce qu'ils se sont rendu compte que c'était pas une bonne idée, qu'il y avait beaucoup de Effectivement, pourquoi de le particules plomb, dans l'eau, etc., qui étaient dangereux, quoi. au taux d'expérience, quand on a fait même venir la médecine du travail pour sensibiliser un peu nos opérateurs à nous, mais en même temps, ça nous permettait aussi de comprendre un peu mieux quelles sont les conséquences du plomb. Là où l'amiante, quand tu le respires, comme on l'avait dit, c'est une fibre d'amiante qui viendra arriver dans tes poumons. Ouais, ça et se là, colle ça peut, dedans et ça ça peut partir vraiment très loin. Ouais. Et ensuite, tu as la partie du plomb qui, lui, il va être carrément dans ton sang. C'est-à-dire que tu es obligé de l'ingérer. Ouais. Tu es obligé de l'ingérer. Là où le plomb, lui, il n'est pas volatile, il est tellement lourd, mais il va retomber. Mais par contre, demain, par exemple, tu es en train de manipuler un truc qui est du plomb, je sais pas, par exemple, voilà, il y avait une écaille de plomb, tu vas juste poser ton doigt dessus, tu fais juste ça. Par exemple, ton taux de plombémie, on a tout le monde a un taux de plombémie, ton taux de plombémie va monter. Aujourd'hui, mais ce qui est bien, avec le temps, ça va se rétablir petit à petit, petit à petit. Okay. Là où la ça prend beaucoup de temps. Ça prend un peu de temps. Tout va dépendre. Tout va dépendre déjà, malheureusement, comme je le dis assez souvent, tout être humain n'est pas forcément, on va dire, égal face à la maladie ou à la même santé. Tout va dépendre du corps humain. Comment lui il libère ses toxines. Ouais, il y en a qui réagiront différemment. Voilà, on connaît par exemple un peu quand il boit là. Voilà, le foie il carbure plus. Voilà, c'est exactement le même principe. C'est le même principe, ok. Voilà, du coup, c'est un peu ça. Ouais, mais ça se cumule du coup Ça se cumule. Ouais. Attention, ça se cumule. Par exemple, moi, tu as bien donné un travaux, le gros chantier de la démolition du pont d'arrivée à Galets. Oui. En fait, tu avais deux éléments bien précis là-dessus. Tu avais l'enrobé qui était orienté et tu avais la peinture protectrice sur la partie charpente qui était enrobée de plomb. De plomb, ok. Par exemple, lorsque tu sais que le chantier il va durer plus de 5 mois facile, normalement c'est 3 mois minima, tu commences déjà à vérifier en amont les plombémies de chaque personne, de chaque opérateur qui va être... D'accord, ok. C'est obligatoire. Tu donc en fait, les gars, avant d'intervenir, ils doivent faire des analyses de sanguines. Wow, Obligatoire. ok. Donc tu es obligé pour savoir déjà quel est son taux de plombémie. Okay. Est-ce que déjà il n'a pas été impacté ou je ne sais quoi parce que tu as un seuil. C'est pas déjà élevé, okay. Voilà, déjà, si tu n'as pas un seuil, si tu as un seuil élevé, tu ne viendras pas sur ce chantier-là, il faut déjà que tu attendes. Okay. Et en gros, nous, tous les 6 mois, on était obligé de refaire une analyse sanguine de ces mecs-là pour vérifier lorsqu'ils sont en train de déplomber à l'intérieur de la zone, pour savoir est-ce que leur sang était correct. À ce moment-là, si on sait qu'ils approchaient un seuil trop important, la médecine du travail nous rappelait, voilà, monsieur Intel, il est un peu dangereux au niveau plombémie, ce serait bien de l'écarter de ce tel chantier, le temps que tout ça redescende. Okay. Voilà, par exemple. Ok. Et là, tu vois, je fais un peu le parallèle, mais sur plus globalement ce qu'on peut voir, même dans le monde de la conso, tu vois, on est en train d'avoir, entre guillemets, là, je pense, le même scandale sur les PFAS, tu vois, sur les plastiques qui sont dans les poêles, dans les fryer, dans les poêles et tout. J'ai entendu ça. Et les gars, en fait, ils sont en train d'expliquer que, j'ai pas vu de source validée pour l'instant, mais je vois un petit peu partout, tu vois, qu'en fait, c'est comme le plomb. C'est-à-dire qu'en gros, à force de consommer, ça se cumule et le corps ne l'élimine pas, tu vois. Donc, en fait,
une fois, c'est pas grave, mais à force d'en consommer, en fait, c'est là que ça pose problème, tu vois. Et ça m'avait pensé au plomb. En fait, en gros, le plomb, C'est quand le tu même consommes, principe. en fait, bah, ça se cumule. Sauf Exact. que du coup, là, tu m'expliques que ça peut être éliminé par le corps. Voilà, oui. Par Ouais. contre, oui, il peut être éliminé par le corps naturellement. Ouais. Mais voilà, à condition que En fonction des personnes. Mais là, en fait, on est en train de vivre la même chose, je pense, avec les PFAS, mais dans la vie de tous les jours, tu vois. Genre en mode, on mettait ça partout parce que c'est une espèce d'antiadhérent, mais qui a des propriétés intéressantes sur tout, en fait, tu vois, parce que quand tu regardes la liste des éléments dans lesquels c'est partout, tu vois. C'est dans les poêles, c'est dans les cosmétiques, c'est dans les air fryers, c'est vraiment partout, en fait, tu vois. T'as ces PFAS là dans les bouteilles d'eau et tout. Et parce que justement, c'est intéressant. Ces caractéristiques sont intéressantes, tu vois. Et là, on se rend compte que, ah merde, peut-être que ça cause des problèmes de santé, tu vois. Et c'est le même problème avec l'amiante et le plomb. À la base, maintenant, on dit, putain, c'est génial, ça. Oui, c'est génial. Mais... Ouais, 20 ans après, on se dit, ok, donc ça tue des gens, en fait. Voilà, Okay. Et là, au final, c'est plus forcément génial. Ouais. Par exemple, comme ça, hein, quand tu es en train de parler, effectivement, ça peut tuer les gens. Effectivement, on est bien d'accord. Par exemple, comme je te l'ai dit, l'amiante, lui, tu le respires. Ouais. Le plomb, tu l'ingurgites. Par contre, le plomb, c'est un peu plus... c'est un peu plus vicelard, on va dire, que par rapport à l'amiante. Par exemple, tu peux commencer avec des maux de tête. Oui, assez récurrents. Commencer à avoir des types de nausées. Ça favorise très grandement tout ce qui concerne les AVC. Ça te fait même les paralysies. Par exemple, la médecine du travail m'a dit qu'il a vu qu'une seule fois ce cas-là, mais déclenchement d'AVC, paralysie à vie, etc. Donc tu vois, c'est un peu plus bizarre. En gros, tu comprends pas qu'est-ce qui lui est arrivé, mais peut-être parce que voilà, il était trop en présence ou trop en contact du plomb. Et en général, le plomb, ce qui est chiant, c'est difficile à détecter du coup en fait, tu le détectes de deux façons. Soit tu fais une test lingette qui met juste un morceau d'alcool sur un morceau de tissu, ils vont commencer à frotter sur le sol. Et là, à ce moment-là, ils vont en analyse. Et là, tu sais déjà le taux de plombémie que tu as à l'intérieur de ton tissu. Ou alors, tu as directement le pistolet. Et le pistolet te dit tout de suite, juste en posant, tu as combien de taux de plombémie. Quand je disais détecter, c'est toi, quand tu as un problème, en fait, c'est difficile de comprendre que la source vient de là. Exact. Et du coup, c'est plus facile à détecter en fait sur le matériau que de l'amiante, du coup. Ah oui, clairement. Tu arrives, c'est juste un pistolet analytique et ça te donne automatiquement. Je pense que je vais finir là-dessus, tu vois. Et juste une dernière petite question pour toi, Johan. Sur le plomb, par exemple, demain, on détecte une peinture au plomb, comment ça se traite? Qu'est-ce qu'on doit faire, en fait? Alors, le souci avec la peinture au plomb, c'est exactement le même principe que l'amiante. Tu es obligé de faire du retrait. Tout simplement. Tu le retires, soit par ponçage, etc. Après, moi, je ne conseille pas aux gens, c'est-à-dire qui ont du plomb et qui veulent repasser un coup de peinture, ça ne sert à rien parce que tout simplement, le plomb migre. Ok, d'accord. Il migre. Ok, d'accord. Par exemple, justement, à l'école que c'est là où je vais faire, d'ailleurs, je t'inviterai à ce moment-là quand je serai là-bas. Ah, je veux bien. En fait, il y avait un dallage. Et sous le dallage, ils ont utilisé une sorte de sous-couche, un genre de colle acoustique. Et ce colle acoustique-là, bizarrement, il était rouge. Je dis, ça c'est rouge. Mais en même temps, il y avait la dalle de sol dessus. Et je me dis, il y a le client qui me disait que la dalle de sol était plombée. La dalle de sol qui est plombée, ça m'a fait tilt. Je dis, une dalle de sol, c'est pas plombé, on n'a jamais utilisé ça, ça a toujours été dans la peinture. Donc, tu vois, le retour d'expérience fait que je connais où c'est. Quand je suis parti sur site et quand j'ai vu l'acoustique qui était là, qui vient justement venir coller la dalle de sol, elle était rouge. Et je dis, je ne sais pas midi à 14h. Mais du coup, à la fin, la dalle de sol était quand même plombée. Mais c'est juste qu'à la base, ça venait pas de là. Ça venait pas de là, ça venait de ça. Voilà, exactement. Par exemple, sur le pont de la rivière des Galets, sur le pont de la rivière des Galets, avec le temps, ça a mis des couches et des couches. Je crois qu'on avait plus de 20 couches de peinture dessus. Donc, imagine déjà l'épaisseur qu'il y avait à retirer. Ce qui était plombé, c'était juste un filigrane de à peu près, allez, on va dire, de à peine, même pas 5 microns. Tu voyais, il était orange-rouge. Le truc, il a migré. Il a migré sur les 20 couches de peinture. Sur les 20 couches. Alors, tu vois. Donc aujourd'hui, il faut retirer, il n'y a pas le choix. Même si tu veux faire un coup de peinture, vas-y, mais ça ne sert à rien. L'idée, c'est autant de le retirer, comme ça, tu n'as pas ce souci-là. Mais après, ce n'est pas aussi toxique que le plomb, enfin que l'amiante, parce que tout simplement, il n'est pas volatile, il tombe. Mais par contre, c'est beaucoup plus viscéral, comme je le disais. Par exemple, tu vas marcher dans un truc qui est plombé,
tu le ramènes avec toi sur au moins facilement 500 mètres. Ouais, tu le traînes partout en fait. Ouais, et là, ouais. tu traînes partout. Ouais. Et là, par exemple. Là où l'amiante vient se diffuser immédiatement, lui, tu le traînes partout en fait. Et par exemple, les bébés qui sont par terre, qui aiment Ah partir. oui, ok. Ouais. Et les gens ne pensent pas à ça. Ah, c'est vrai que j'avais jamais pensé à. Tu vois, par exemple, c'est une famille qui vient là. la voir, etc. Là, par contre, ça peut partir loin. Par exemple, tu vois qu'il y a une malformation et là, il a des problèmes de santé parce que tout simplement, voilà, il y avait ça et ils n'ont pas fait attention. Ouais, ils n'ont pas remarqué. Voilà, ils n'ont absolument pas remarqué. Comme quoi. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que c'est beaucoup plus vicelant que la l'amiante. Ouais, ok, je vois. Ouais, c'est difficile à détecter d'où ça vient en fait lorsqu'il y a un problème et c'est parfois lui la source. Voilà, et la source était juste devant toi, mais tu n'as pas fait attention. Ouais, t'as pas vu. Joël, merci beaucoup. Je pense qu'on refera un petit épisode ensemble, mais plus pour parler d'investissement parce que tu es investisseur en IMO aussi de ton côté. Exact, là c'est quand tu veux. Avec des projets avec nous d'ailleurs, qui vont malin en fait, qui vont être livrés dans pas longtemps là. Oui, exact. Et, je pense qu'on refera un petit épisode, c'est d'accord du coup. En plus, très pressé. On refera un petit épisode là-dessus sur cette partie IMO, si tu veux bien. Il n'y a pas de souci, c'est quand tu veux. Merci beaucoup. C'est moi. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si le contenu t'a plu et si tu veux en apprendre plus sur l'immobilier, abonne-toi. D'autres épisodes sont à venir et ils sont diffusés tous les 15 jours sur la chaîne.